Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuez. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption, la cruauté et la folie des hommes ne sont combattus que par une poignée de justiciers brisés et violents. Le polar, un mauvais genre, s'est révélé en 1841, un soir où Edgar Allan Poe en a jeté les bases avec son double assassinat dans la rue Morgue. Depuis, de Conan Doyle à Camilla Lackberg, d'Hitchcock à Tarantino, d'Agatha Christie à Fred Vargas, les artistes du noir sont légion. Populaire, un roman sur 4 est un polar. Le genre attire chaque année des millions de lecteurs, de spectateurs et de joueurs. À Los Angeles, Buenos Aires, Séoul ou Athènes, les créateurs tendent un miroir sans concession aux spectateurs. Les histoires, les décors et les personnages qu'ils imaginent sont conformes à nos cauchemars. Quand vous embarquez avec le polar, c'est pour un voyage entre les tombes, au cœur du monde. Le polar aime ses personnages et ses décors. Mais sans une histoire, sans une intrigue bien menée, serait-il encore aussi addictif? Pour les auteurs en tout genre, cinéastes, showrunners de séries, romanciers ou créateurs de jeux vidéo, la fiction est imprégnée de réalité. Ces territoires malfamés, banlieues, gangs ou cybercriminalité, sont le terreau de la fiction. Mais que veulent raconter les auteurs dans ces sombres chroniques? Je suis mégalomane. Je veux tout. Je veux que dans mes livres, il y ait de tout. Et le polar, c'est juste une structure qui permet de faire exister tout ce que tu veux y mettre. Sans une bonne structure narrative, il n'y a rien pour moi. Tout commence avec le génome. Et le génome, c'est l'histoire. Le plus grand polar, c'est la Bible. Il y a le fratricide, parricide, la trahison, la vengeance, les histoires de cul, il y a la tyrannie, la barbarie, en fait, tout ce dont est capable l'homme de meilleur et de pire. Je crois qu'en réalité, tous les films sont des polars. Même un film qui ne parle que d'un adultère ou d'un petit mensonge, on y trouve toujours quelque chose de l'ordre de la transgression des limites. Un petit crime, un petit mensonge. Je pense que dans chaque histoire, il y a un petit polar. L'histoire, c'est le moteur, et c'est par le récit que le genre aborde toutes les formes, accueille toutes les inspirations. Depuis ses débuts, le polar suit l'évolution du monde. C'est un tableau noir sur lequel chacun dessine avec un crayon rouge sang. Le monde du crime a toujours évolué, investissant sans relâche de nouveaux territoires. Des bas-fonds londoniens aux trafics les plus divers, le polar suit les traces de son frère, le réel. Aujourd'hui, les contrées à explorer sont les réseaux sociaux et les mondes virtuels. Les réseaux sociaux sont une excellente base pour les films policiers. Il se passe plein de choses sur le dark web. Le crime le plus grave aujourd'hui, c'est le vol d'identité.
Voler l'identité de quelqu'un et prendre tout ce qui lui appartient. C'est là-dessus que je travaille. Vous avez vu le tableau blanc? When he downloaded the PDF, what he downloaded was the keylogger. Pour Hacker, tout a commencé par une question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En 2012, je me suis aperçu que les systèmes informatiques du monde entier étaient vulnérables et que personne ne l'avait vraiment remarqué. They must have left a mark or something. Every hacker loves attention. They don't just do DDoS attacks for no reason. This is it. F-Society. À un moment, j'ai vraiment cru que je deviendrais un hacker. Mais je me suis fait pincer à la fac, alors que j'essayais d'impressionner ma copine. Ils m'ont épinglé avec mon email et ils sont remontés jusqu'à mon poste de travail en salle informatique. Et du coup, j'ai été viré et placé en liberté surveillée. Et là, je me suis dit, bon, la délinquance, c'est fini pour moi. Hey! Hey you! Hey kiddo! What's happening? Exciting time in the world right now. Exciting time. J'ai demandé aux acteurs d'assister à un séminaire sur les hackers. On y apprend comment quelqu'un peut s'immiscer dans votre vie, comment tout à coup, votre webcam peut s'allumer dans votre chambre lorsque vous vous déshabillez. Et ça fait peur. Soudain, l'enjeu est complètement différent. La technologie fait naître un sentiment de peur particulier. Ce n'est pas forcément une question de vie ou de mort. Avec la technologie, les enjeux ont changé. La cybercriminalité est plus répandue qu'avant, et les gens commencent à mieux comprendre ce qui est en jeu. Ça semble beaucoup plus réel. C'est juste une nouvelle plateforme de commerce illicite. Trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains. C'est une autre façon de faire des affaires. Avant, les gangs étaient obligés de vendre leurs cams dans la rue. Maintenant, ils le font en ligne. Le gros avantage, c'est que c'est très international. Rien n'est spécifique à une région. C'est beaucoup plus facile de se cacher. Mr. Robot, dans une certaine mesure, c'est un film noir. La voix off, le sentiment de descendre dans le terrier du lapin, le fait de suivre cet inconnu qui l'emmène ailleurs. D'un seul coup, il y a des personnages différents, ambigus, méchants, qui surgissent de toutes parts. La paranoïa, une narration déroutante, tout ça, ce sont des codes du genre policier que j'ai piqués pour les mélanger au reste. C'est le polar revu et corrigé. Ce que je trouve fascinant dans le genre policier, c'est que les choses ne sont jamais expliquées clairement. C'est un genre très explosif, très divertissant. Et moi, je trouve ça beaucoup plus compréhensible que de dire « Voici l'état actuel du monde et de l'humanité ». Vous voyez, je trouve ça plus parlant. Comme je le dis souvent, je pense que Facebook est une entreprise extrêmement dangereuse parce qu'elle monétise nos relations. Je trouve cela incroyablement dangereux qu'une entreprise dont le seul objectif est de faire des bénéfices exerce un tel contrôle sur nos relations interpersonnelles et nos familles. C'est une pente glissante. Les nouvelles technologies excitent les curiosités. Des communautés se forment autour de crimes réels et les fans se retrouvent dans des clubs dédiés, se plaçant les uns et les autres dans la peau de détectives amateurs. Le polar suit le mouvement et piratage informatique, cybercrime, dark web, hacking sont de nouveaux terrains de jeu pour le genre.
On voit apparaître sur Internet des créations comme le podcast Serial, feuilleton radiophonique téléchargé 5 millions de fois, qui remet en route des affaires du passé. Dans la même veine, le site WebSlut propose d'enquêter sur d'anciens cas réels classés en mettant en ligne les investigations des internautes. Chacun s'improvise enquêteur et participe comme il peut à la recherche de la vérité. Les jeux d'enquête en ligne sont légion. Her Story, imaginé par le créateur de Silent Hill, est un jeu basé sur plusieurs interrogatoires d'une femme suspectée de meurtre. Dans la peau de l'inspecteur, le joueur puise dans une base de données de vidéos de témoignages et mène l'enquête à partir des révélations. You think it's murder? I mean, clearly it's murder. We want to go up to Tipsy Bar? Sorry, love? We want to go up to Tipsy Bar, so just, I guess, by the Rio Cinema. Towards Highbury and Islington first, please. Yes, thank you. Rachel Delahaye, scénariste, actrice et auteure de théâtre, est en phase avec ces nouvelles histoires. The Last Hours of Laura Kay, produit par la BBC, est un cybercluedo entre jeux et fiction interactive qui utilise pour enquêter toute la gamme technologique moderne. On vit dans un monde où on est constamment surveillé, surtout dans le centre-ville, où rien n'échappe aux caméras de vidéosurveillance et encore moins aux touristes. On ne peut pas traverser Trafalgar Square sans être en arrière-plan des photos de 50 touristes. Et on se demande, la vidéosurveillance est-elle nécessaire ? Nous aide-t-elle à résoudre les crimes ? Nous protège-t-elle ? Elle est utile pour tout ce qui touche à la reconnaissance faciale. On peut retracer où vous avez été ces dernières 24 heures. On voulait créer un personnage réaliste. C'est une jeune femme qui vit à Londres, elle a un appart à Aldgate East et elle sort comme beaucoup de filles de son âge. Elle fait la fête à Dalston, alors on l'a emmenée au Tipsy Bar autour de Kingsland Road. Presque tout se passe dans le même quartier. Et puis on s'est dit, et si vous aviez accès aux dernières 24 heures de la vie d'une jeune femme ? Appels téléphoniques, emails, tweets, messages Facebook. Si vous pouviez consulter les données publiques accessibles à tous et celles protégées par un mot de passe. Avec tout ça, est-ce que vous pourriez élucider un meurtre ? Quand on a créé Laura Kitchens, on voulait que ça sonne juste. Je pense toujours que tout doit être authentique. Mais je préfère la fiction, parce que je préfère fuir. Oui, continuez à gauche, pardon. Continuez à gauche, quittez le rond-point, remontez Cecilia Road et prenez la première à gauche. On devrait y arriver. Ça va aller. Ce que j'aime dans cette ville, c'est qu'on peut aller d'un point A à un point B sans que ça se sache. On peut disparaître si on veut. Les règles en matière de cybercriminalité changent tous les jours. De nouveaux crimes sont commis et de nouvelles lois sont adoptées. Quelque chose qui n'était pas illégal hier peut demain vous conduire au tribunal. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les histoires qui brouillent un peu les frontières. The Code est une série australienne imaginée par la showrunner Shelley Burse. Sur fond de corruption d'État, de catastrophes écologiques et de police incontrôlable, la série surfe sur la paranoïa et le complot,
et dessine un Internet sous la forme d'une toile d'araignée qui ne relâche pas ses proies. Chaque fois que mon ordinateur se comporte de manière étrange, je deviens complètement parano et j'ai la curieuse impression d'être espionné ou piraté. Je crois qu'on ne sera jamais délivré de cette paranoïa. Flies all over him. We'll see it come on. Will we see a little light? Yeah, I think we should have that light on, Something even to though indicate? they probably can do it without having the Yes. light. That, Yeah. But let's have it, you know, because everybody knows that that's a That's a camera. The camera yeah, on and your then we'll laptop. see all his email open and some folders open, things scrolling through. What the fuck? Oh shit, they've got me. Come on, come on, come on, come on. Sometime today, please. Le polar est de plus en plus difficile à définir. Je vois des œuvres qui traversent les frontières sans avoir besoin de se conformer aux règles traditionnelles du polar. Quand on a commencé à travailler sur la série The Code, on s'est dit que la nouveauté à mettre en place serait de créer des personnages originaux. On a décidé que ce serait un drame avant d'être un thriller et que notre thriller s'articulerait exclusivement autour de ces personnages. On tenait à ce que l'histoire se concentre sur eux, plutôt que sur l'intrigue. L'univers qui explose derrière nos écrans n'est pas pour autant désincarné et éloigné du concret. Notre monde, notre société en mouvement sont les principales sources d'inspiration des créateurs de polar. L'imagination et l'adaptation de la réalité vers la fiction font partie des qualités nécessaires à l'intrigue et au suspense. Ce qui m'intéresse le plus quand j'écris, c'est le contact physique. Alors je préfère deux voleurs qui se rencontrent et se donnent une bonne raclée plutôt que deux voleurs qui s'insultent via des SMS ou sur le mur de Facebook. Je trouve toujours la vérité plus étrange que la fiction. Face à une histoire vraie, on est surpris. Surpris par la nature même du crime. On veut comprendre comment ça fonctionne, d'un point de vue chimique, dynamique, mathématique. Mais plus on creuse, et plus on s'aperçoit que le monde est sans dessus-dessous. Il ne reste plus qu'à l'adapter à l'écran. Personne n'est donc à l'abri du désordre. Et pour le polar mondialisé du XXIe siècle, les faits divers sont une manne. Le continent africain n'échappe pas à la règle. Le genre y est en devenir et quelques grands auteurs ont ouvert la piste, comme le Sud-Africain Deon Meyer ou Achille Ngoy, premier écrivain africain publié dans la série noire. Le Congolais Joe Munga avec Viva Riva ou le Marocain Noureddine Lakmari avec Casanegra ont aussi dégainé leurs caméras. Et plus au sud encore, à Johannesburg, Angela Makolva, romancière et ancienne journaliste, fait des recherches pour son troisième polar.
Après la parenthèse enchantée post-apartheid des années Mandela, le retour à la réalité est brutal pour les Sud-Africains. L'auteur de Polar s'inspire de son pays et de ses fractures qui tardent à se réduire. On est au poste de police de Hillbrow. C'est ici que je fais des recherches pour mon prochain roman. Il sera centré sur la vie d'un flic en plein cœur de Johannesburg. Voici quelques dossiers auxquels on m'a donné accès pour que je comprenne comment les policiers opèrent, le genre d'affaires qu'ils traitent, le stress du métier, les choses auxquelles ils sont confrontés. C'est pour ça que je passe du temps ici. Mon premier roman, Red Ink, s'inspire de faits réels. À l'époque, j'étais journaliste et je couvrais l'affaire d'un tueur en série. La première affaire médiatique d'un tueur en série noir en Afrique du Sud post-apartheid. C'était en 1997. Il a été condamné pour le meurtre de 45 femmes. Quand il a été emprisonné, je lui ai écrit pour décrocher une interview exclusive. Je suis allée le voir dans la prison de haute sécurité où il était incarcéré, à Pretoria. Une relation s'est nouée, puisque je le voyais 1 à 2 fois par semaine. Mais au fur et à mesure que le projet avançait, il s'est mis à m'appeler à des heures curieuses, à faire des trucs bizarres. Alors, j'ai dû affronter ma peur. Comment vous habillez-vous pour une rencontre avec un tueur en série? Lucie décida d'être différente de ce qu'elle était habituellement, sans pour autant se déguiser. Elle opta pour un vieux jean, un chandail et un bonnet usé. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, aucun sourire flashy. Se comporter comme un garçon, peu attrayant, comme un homme d'affaires mais sans être intimidant. Un défi de taille en effet. Elle espérait réussir son coup. En tant qu'artiste, coucher ses émotions sur le papier permet de mieux les gérer, surtout le sentiment d'insécurité physique ou psychologique. Un artiste utilise les moyens d'expression à sa disposition pour gérer ses peurs, ses désirs et ses aspirations. Je suis une militante involontaire. Je ne me sens pas forcément plus responsable de ce que j'écris. Mais je fais plus attention à la façon dont je dépeins le monde et à la façon dont les gens le perçoivent. Mes amis de la police criminelle me disent toujours « C'est vraiment bien ce que tu écris, mais si tu décrivais la réalité, ça donnerait un livre épais comme ça et très ennuyeux, parce qu'il y a tellement de paperasse, de bureaucratie à la brigade criminelle. » Je pense que notre vision d'auteur de polar est toujours un peu romancée. Dans mon dernier livre, Bernie rencontre un écrivain,
un auteur de romans policiers qui écrit sur le crime. Bernie est éméché, il se met à rire et lui dit « Vous y connaissez quoi, vous? Rien. Vous êtes là dans votre magnifique château, à admirer la vue par la fenêtre. Le véritable crime, vous n'y connaissez rien. » Dans le polar, les liens entre la fiction et la réalité sont serrés. Les unes des journaux sont des mines que les auteurs creusent depuis toujours. Le filon est inépuisable, de Jack l'Éventreur aux faits divers plus récents. De grands créateurs comme l'américain James Ellroy, les français Caril Ferret et Jacques Audiard ou le suédois Stieg Larsson puisent leur matière première dans le réel. Certains, comme le romancier et scénariste Georges Pelecanos, jugent essentiel pour raconter une histoire d'aller chercher l'inspiration sur le terrain. Je fais beaucoup de recherches. Pas chez moi, non. Je sors, je vais dans les quartiers que je dépeins, je parle aux gens, je parcours la ville à vélo. On ne peut pas faire ça d'une bibliothèque ou d'un bureau. Il faut sortir, respirer l'air, sentir la terre entre ses doigts, écouter les gens parler. Mr. Omar, my chocolate. Hey, yo, Mike. Hook a sister up, yo. Je me suis toujours solidement documenté. Dans ma vie, j'ai travaillé comme magasinier, comme marin, j'ai été chauffeur de taxi, j'ai travaillé comme officier pour la défense. Et je crois que toutes ces vies m'ont apporté les éléments qui me permettent de me mettre dans la peau de mes personnages. C'est assez comparable aux méthodes acting, au travail d'un acteur qui tente de se mettre dans la peau d'un personnage. Si je veux écrire sur le pilote d'un bateau, je m'efforce de parler avec un pilote, et même de préférence de l'accompagner à bord, même si je n'ai que quelques pages où apparaîtra ce personnage. La recherche apporte une autorité naturelle à l'écriture. Philip Kerr est un romancier écossais qui vit entre Londres et le sud de la France. L'Allemagne nazie est d'après-guerre et son terrain de jeu. Il écrit les enquêtes de Bernie Gunther, un détective privé berlinois. Quand je marche dans Berlin, je vois les fantômes des édifices qui ont disparu. C'est ça dont je veux me souvenir. Parce que je veux ressentir ce que le héros ressent. Alors, je m'oblige à arpenter les mêmes rues et à voir les mêmes choses, qu'elles soient là ou non. Je ne me sépare jamais de mon calepin, mon carnet à dessin dans lequel je crayonne tout ce que je vois. Comme ça, ensuite, j'incorpore ces croquis dans mon tableau. Ce que je veux, c'est provoquer le destin. Le mot anglais serendipity, ou heureux hasard, résume bien les choses. Ça veut dire que parfois, on fait des découvertes inattendues. Voilà ce qu'était devenu Berlin sous le gouvernement national-socialiste. Une vaste demeure hantée pleine de recoins sombres, d'escaliers obscurs, de caves sinistres et de pièces condamnées, avec un grenier où s'agitaient des fantômes déchaînés qui jetaient les livres contre les murs, cognaient aux portes, brisaient des vitres et ululaient dans la nuit, terrorisant les occupants au point qu'ils avaient parfois envie de tout vendre et de partir. Pourtant, la plupart se contentaient de se boucher les yeux et de faire comme si tout allait bien. J'aime travailler entre les lignes de l'histoire, dans les interstices, là où l'histoire est parfois insuffisante et où la fiction peut prendre le relais. C'est ça que j'aime. Je parle souvent de délits mineurs commis sur le devant de la scène d'un gigantesque opéra, tel que le régime nazi ou l'Holocauste.
Holocaust, whatever. So, as often as possible, I try and Aussi souvent que possible, j'essaie de me mettre dans la peau d'un type des années 30 ou 40. in the 1930s or 1940s, which sometimes makes me Ça me fait peut-être passer pour sexiste ou raciste, mais c'était comme ça à l'époque. that's how it was, you know. Lately, I've come to believe Ces derniers temps, j'ai remarqué que j'étais très affecté par les sujets que je traitais, what I write parce que j'essaie de m'appliquer autant que possible. myself in it as much as possible. I've got myself into harm's J'ai failli way me mettre en almost by danger en writing. écrivant sur le sujet. I sort of started to believe D'ailleurs, je me demande si je ne souffre pas d'une espèce de stress post-traumatique de l'écrivain. stress disorder. Who is Philip Kerr? Qui est Philip Kerr? I'm asking myself C'est une question que je me pose souvent ces temps-ci. because I don't really know. En fait, je ne sais pas. I've been writing for so long. J'écris depuis si longtemps que ma personnalité est presque vide. Is a sort of is a void almost. And I sort of start to believe that I only Je commence à me really dire exist when I'm que je writing n'existe vraiment que lorsque j'écris. because Parce que j'écris I've depuis been writing tellement for such a longtemps. long period of time. I've been writing since I was Depuis que j'ai 10 ans. and I sort of feel of late J'ai l'impression that d'être I've become devenu accro à addicted l'écriture. to writing books. Someone said to me, Quelqu'un m'a dit, you know, vous you écrivez write a beaucoup, lot, and vous laissez how passer much combien de time temps do you leave entre un between livre et le suivant? finishing one book and starting another? And I J'ai said, répondu, "Yeah, a long longtemps, time, sometimes parfois une demi-heure. half an hour." I think this is kind of a bit like Un junkie doit ressentir un peu la même chose quand il n'a pas sa if he's dose. not got his fix of heroin. It's like C'est a comme si je me fountain plantais un pen stylo plume dans les veines. you put in your vein. L'addiction chère à Sherlock Holmes, autre Britannique célèbre, traverse le genre et ses auteurs. Impossible de lâcher un personnage ou de s'arracher à la réalité et aux histoires. Pour le créateur de polar, tout est matière à fiction, à suspense, y compris l'histoire avec un grand H. Les polars d'aujourd'hui deviendront donc les livres d'histoire de demain. Les romans, les films ou les séries ont affiné leur double lecture grâce à des artistes qui travaillent de façon obsessionnelle, comme des enquêteurs. Vers l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça, j'avais envie d'être flic en fait. Il y avait quelque chose qui me fascinait dans le milieu de la police. J'ai trouvé en fait une façon de combiner deux milieux qui m'intéressaient, l'écriture, le milieu du cinéma et de la télé, et puis voilà, ce goût pour le polar, quoi. C'est clair en bas. Tintin, tu me reçois? Engrenage est une série phare de la création française reconnue dans le monde entier. Elle est diffusée dans plus de 40 pays. En 2015, Anne Landois, showrunner qui supervise l'ensemble artistique de la série, a reçu un Emmy Award pour ses histoires. Une des raisons de ce succès, c'est l'ancrage de la série et de ses personnages dans un réalisme minutieux. Les auteurs s'inspirent de l'expérience de consultants. Juges, policiers, avocats recadrent une fiction qui touche plus juste. Engrenage est montré dans les écoles de police maintenant. Pas toujours pour dire ce qu'il faut faire, évidemment. Mais en tout cas, c'est suffisamment réaliste pour que les gens qui travaillent dans ce métier se reconnaissent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend les résultats de l'autopsie. Vous avez un fil, une piste, quelque chose? On se demande si la personne qui a tué Zach est aussi responsable des meurtres de Sandrine et Lucie. Enfin, on est un peu dans le Schwartz. Oh putain. Alors, les emmerdes, c'est comme le papier cul, hein. On tire une feuille, il y a tout le rouleau qui vient. Je suis sur le synopsis de la 6e saison d'Engrenage et c'est l'épisode 1. Il fait 14 pages. Je me suis fait engueuler par la chaîne parce qu'ils trouvent que c'est trop long. J'ai des documents partout, j'ai des coupures de presse. Je range de temps en temps, mais à chaque fois que je ressors un truc,
Donc ça s'accumule. J'ai besoin de fouiller, de trouver... Je sais où retrouver des phrases, des ambiances, des idées. Pour Engrenage, je ne m'inspire pas que de polar, en fait. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des vrais policiers, des vrais magistrats qui me nourrissent énormément de leur quotidien, de la difficulté de leur métier. Tout ça participe aussi à un ancrage très réaliste de la série, puisque je m'inspire beaucoup de leurs difficultés de vivre leur métier. Et ça, c'est une source inépuisable. Tu as la cour d'assises, les jurés et les juges sont là, le box est là. Ouais. Donc tu as l'accusé qui est au bout du box et qui est donc le plus proche des juges. Et alors, je pense que c'est une superstition d'accusé. Personne ne veut être à la place la plus proche. Tu vois souvent cette scène quand ils arrivent la première fois, ils veulent pas y aller. Non, en fait, je vais dire le truc qui me gêne. Dramatiquement, ce qui me gêne, c'est que quand Joséphine va venir le voir, Edelman, en lui disant « On a un problème, Thomas vient de m'avouer d'avoir commandité le meurtre de son père », Edelman est déjà au courant. Et je trouve qu'on se prive d'un effet de surprise énorme. On cherche, je leur pose des questions, ils me font part d'anecdotes. Et à la fin de la journée, je suis très contente. Et le lendemain, je me réveille et je me dis, ça va pas du tout. Et on s'y remet. Et en fait, ils ont cette capacité de s'y remettre, parce qu'ils font ça tout le temps, eux aussi, finalement. Ils cherchent, ils inventent, ils se projettent. Giancarlo n'aurait jamais écrit Romanzo Criminale s'il n'avait pas eu cette expérience directe de la criminalité comme juge. On n'aurait pas pu écrire Suburra sans avoir eu cette réalité devant les yeux. Giancarlo n'aurait jamais réussi à décrire et à rendre l'esprit du criminel, du milieu mafieux ou du chef s'il n'avait pas été juge. À Rome, Giancarlo de Cataldo mène une double vie. Juge spécialisé dans la lutte anti-mafia le jour, il est romancier la nuit. Il puise de son expérience au cœur de la lutte contre le crime organisé, la matière d'une fiction qui chronique les tensions de l'Italie moderne. Entre corruption politique et grand banditisme, ses romans dessinent une mafia tentaculaire et puissante. Dans les locaux de la cour d'appel de Rome, avec le juge antimafia Guglielmo Montoni et le journaliste et romancier Carlo Bonini, il refait le monde et le polar. Balzac, Stendhal, Dickens, Dostoïevski, les grands écrivains du XIXe siècle ont non seulement écrit sur des criminels, mais ils étaient aussi de grands passionnés de l'histoire du crime. Dostoïevski a passé la moitié de sa vie à aller voir des procès. Tout ce que nous écrivons et tout ce qui fait la littérature policière depuis 20 ou 30 ans, c'est représenter les criminels dans leur dimension la plus complexe. Il n'y a plus de personnages schématiques, de personnages seulement fonctionnels. Ce n'est plus seulement une lutte protestante entre le bien et le mal. La réalité est beaucoup plus variée. Le premier grand criminel raconté au cinéma, c'est Al Capone, dans le film Le Petit César de 1930 avec Edward G. Robinson. Il raconte ce personnage d'Al Capone. Et à partir de là, les gangsters ont commencé à s'habiller comme lui. Il y a un rapport entre la représentation de la bande criminelle et les agissements des mafieux. Le mafieux regarde et, d'une certaine façon, relance, double la mise. Nous avons des exemples ici incroyables. Sandokan était un des chefs mafieux du clan des Casalesi, près de Naples. C'était le chef de la Camorra, un homme très puissant, féroce, milliardaire, comme Tony Montana. Il s'est fait construire une villa qui reproduit exactement, dans tous ses détails, celle de Scarface. Lorsque la villa a été ensuite confisquée, il a tout détruit à l'intérieur pour ne pas la laisser comme ça aux autorités. Et maintenant, c'est le siège d'une administration publique.
Le parrain Vittorio Casamonica, surnommé le roi de Rome, après avoir soumis la capitale italienne, veut désormais conquérir le paradis. C'est la citation qui a orné l'église le jour de son enterrement. Des funérailles spectaculaires rythmées par la musique de son film fétiche, Le Parrain. Nous en arrivons aujourd'hui à l'affaire de Mafia Capitale. Dans les écoutes téléphoniques, le chef mafieux Massimo Carminati est appelé le samouraï. C'est le surnom que nous lui avons donné dans le roman que nous avons écrit avec Giancarlo, Subura. Et d'ailleurs, sur sa cheminée, trônait un katana, une épée de samouraï, que lui avait offert un de ses fidèles après la sortie du livre. Enfin, la porte s'ouvre et il entre, samouraï. Sous le par-dessus, il porte un kimono et il a entre les mains un katana, l'épée très effilée des Japonais. Il marche droit sur Nyon et lui tient un petit discours. L'argent, il pouvait encore passer dessus, mais l'humiliation, non. Alors, mon cher Nyon, lui dit-il, toi, maintenant, avec cette épée, tu t'ouvres le ventre et moi, je te regarderai mourir. La puissance et l'extravagance des mafieux et autres chefs de gang trouvent souvent leur source dans les histoires du polar. Ils sont les premiers clients des personnages de fiction. De l'autre côté de la carte du crime organisé, au Mexique, Joaquim Guzman, célèbre narcotrafiquant surnommé El Chapo, fasciné par le cinéma, rencontre Sean Penn pour raconter ses exploits. Et c'est certainement ce qui lui coûte son arrestation. Si la réalité est violente et sanglante, l'apparat et la mise en scène ont leur importance. La question de l'influence du cinéma ou des jeux vidéo sur la délinquance est un problème soulevé régulièrement. Mais les malfrats et autres psychopathes n'ont probablement pas besoin du polar pour trouver l'inspiration. Il existe pourtant quelques exceptions. Il y a eu un braquage à la Northlink Bank. La police de Los Angeles m'a appelé parce qu'ils avaient retrouvé une vieille cassette vidéo de Heat sur les lieux et que les braqueurs avaient procédé comme dans le film. La raison pour laquelle vous attaquez la police, comme dans Heat, c'est tout simplement pour y échapper. Vous n'êtes pas censé rester sur place. En fait, face aux forces de police qui ne cessent d'augmenter, toute la question est de s'échapper. Et jamais les braqueurs ne tirent la vraie leçon du film. Quand j'ai réalisé Le Solitaire, les fabricants de coffres-forts voulaient nous poursuivre en justice. Ils disaient que nous donnions aux cambrioleurs toutes les clés nécessaires à l'ouverture d'un coffre. Tout ce que nous avons montré était vrai, parce que la réalité est toujours plus intéressante. Sérieusement, je veux que personne ne soit blessé ou se mette en danger à cause d'un de mes films. Je suis très strict là-dessus. Stay down. We want to hurt no one. We're here for the bank's money, not your money. Your money is insured by the federal government. You're not going to lose a dime. Il y a toujours eu un lien entre la pègre et le côté glamour du cinéma. Dans les films, les gangsters sont souvent très glamour. Ils aiment se voir sur grand écran.
Ils adorent ça, et ils aiment jouer les héros. Aucun gangster ne se voit comme un vulgaire criminel. Ils se voient tous comme une sorte de Robin des Bois. सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है सब साले हीरो बनना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर में ये साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे Dans un mouvement circulaire, la réalité et la fiction s'alimentent entre elles et s'entre-dévorent, faisant disparaître les frontières. Pour Ariel Staltari, ce télescopage fut une expérience terrifiante. Le comédien et musicien argentin, star de la série populaire Ocupas, retrouve dans un café du quartier de San Telmo le romancier Leonardo Oyola. Tous deux sont issus des mêmes quartiers défavorisés de Buenos Aires. Ensemble, ils écrivent un film inspiré de l'histoire vraie et traumatisante de l'enlèvement de Staltari. J'étais dans ma voiture avec un ami et une voiture nous a coupé la route. 4 hommes sont sortis avec des fusils. Ils sont montés dans notre voiture et on est partis tous les 6 pour une odyssée interminable. À l'intérieur de la voiture, quand ils se sont retournés, ils m'ont reconnu. Regarde qui c'est, t'es le big boss, celui d'Ocupas. Et ils ont commencé à me poser des questions. Comment est-ce que t'as fait cette scène? C'était comment la scène du chien? Et celle du pan quand il meurt? Et donc je me suis retrouvé en plein milieu d'un kidnapping à raconter mes histoires de tournage. Depuis la voiture, j'ai vu sortir d'une maison une femme enceinte, une autre avec son enfant dans les bras, des enfants qui jouaient, et d'autres enfants qui s'approchaient de la voiture et qui disaient « Regarde qui c'est, tu veux pas me signer un autographe ?» Tu sais qu'hier, on était dans un cours pour adultes à Moreno, dans un quartier chaud. Et ils nous ont demandé, aux professeurs, aux étudiants et à moi, si on pensait que la littérature ou la fiction pouvait sauver des vies. Je leur ai dit qu'elle pouvait donner des opportunités, d'autres chances. Mais toi, avec du recul, est-ce que tu penses qu'avoir joué un personnage de fiction, avoir été Walter dans Ocupas, ça t'a sauvé la vie? Oui. Le fait que quelqu'un ait essayé de me tuer, ça peut arriver à tout le monde, anonyme ou pas. Mais au final, évidemment, ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'avoir incarné Walter dans la série. Nous, les humains, avons construit notre vie avec le crime, qu'il soit arnaque, extorsion, passion, extermination, violence ou folie. Il nous sert de dernier recours. Les artistes en tout genre, romanciers, cinéastes, concepteurs de jeux, plasticiens, auteurs de séries, musiciens, s'inspirent tous du réel pour créer leurs œuvres. Des fictions qui nous ressemblent et nous renvoient un reflet d'horreur d'une vérité accablante. Et lorsque les créateurs du polar se mettent au travail, tout est possible. Le lecteur, le spectateur, le joueur deviennent alors des marionnettes. Dans les polars, l'auteur a le droit de manipuler le lecteur. On attend de lui qu'il le fasse. Quand un lecteur prend un polar, il sait qu'il part pour un spectacle d'illusionniste. Et je suis moi-même ravi les fois où je me laisse mener en bateau dans un bouquin. Mais il faut que je constate que l'auteur a été franco avec moi, qu'il m'a donné tous les indices, toutes les possibilités de parvenir à trouver la réponse, et que je me suis malgré tout laissé surprendre par la solution. Je crois que ça fait partie du jeu, de se laisser volontairement aller au plaisir d'être manipulé. Ce qui me plaît en fait dans le polar, c'est de manipuler le téléspectateur. Donc ça veut dire qu'on a le droit de se perdre. Et on est avec des héros qui se trompent. Et ça, c'est très ludique en fait à raconter. À quel moment je dis la vérité? C'est vraiment un jeu en fait.
Le suspense survient quand on se met à la place d'un personnage. Il naît du danger, attendu ou non, qui nous choque ou nous surprend. Parfois, le héros est conscient du danger, mais l'affronte malgré tout. On s'inquiète pour lui. On a peur qu'il lui arrive quelque chose. Finalement, le danger n'est pas là où il le croyait. Il se trouve face à une menace inattendue. Tout ça, il faut y penser en amont. Il faut construire le récit. Quand je m'assieds pour écrire le premier chapitre, je connais l'histoire dans tous ses détails. Je sais exactement où je vais. J'ai le sentiment de pouvoir dire à mon lecteur « Viens, approche, parce que j'ai une histoire fantastique à te raconter. Et je sais qu'elle est fantastique et je sais exactement où nous allons. Fais-moi confiance et écoute-moi. »